Le Bénin qui danse sa vie sur une corde raide, mais me semble-t-il, tout le monde n'est pas très préoccupé. Canal 3 Bénin, sur la bande KU. Professeur Joseph Diogbenou, vous faites partie maintenant du paysage. Nous parlons de toute autre chose. À présent, vous faites maintenant partie du paysage. Vous êtes professeur de droit public. Privé. De droit privé plutôt. Vous êtes professeur de droit privé. Vous êtes avocat. Vous êtes activiste pour les droits civiques et les droits humains chez nous. Vous êtes membre de Force Lépi, Force Élection. Et vous êtes membre aussi du Front pour la défense de la démocratie. C'est long, hein, c'est impressionnant. Il faudra bien nuancer. Ah d'accord, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure. C'est très impressionnant ça, votre CV à rallonge, professeur. Bienvenue, bonjour. Bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. L'avis de tempête a été peut-être levé. La Cour constitutionnelle a cassé les règles particulières portant élection du président de la République et des députés et a déclaré non conforme à la Constitution le budget 2011 de l'Assemblée nationale. Professeur Diogbenou, quels sont les enseignements majeurs qui se dégagent de ces décisions de la Cour? Peut-être qu'il faudrait camper le débat. Le débat, c'est autour de ces trois décisions importantes, trois décisions majeures. La décision DCC 144-2010, la décision DCC 145-2010 et la décision DCC 143-2010, je crois. Des décisions en date du 14 décembre 2010. Alors, la première décision, c'est autour de ce que nous pourrions appeler le budget. En fait, il y a deux recours à travers dans le cadre de cette première décision. Le premier recours, c'est celui d'un député tendant à voir vérifier la conformité à la Constitution du projet de budget introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement, lequel projet de budget n'a pas pris en compte le budget de l'Assemblée nationale tel que l'Assemblée nationale l'a voté. Et dans cette même décision, le second recours, c'est celui tendant avoir vérifié et introduit par le chef de l'État, avoir vérifié la conformité à la Constitution du budget voté par l'Assemblée nationale, le budget de l'Assemblée nationale. Et vous avez les deux autres décisions. La première sur la conformité à la Constitution de la loi votée sur les règles particulières relatives à l'élection des députés et celle votée sur les règles particulières relatives à l'élection présidentielle. On va s'intéresser d'abord aux deux dernières décisions. Deux dernières décisions qui ne paraissent pas souffrir de contestation majeure. Il semble que les députés ayant voté les règles particulières sur l'élection sur les élections législatives et les règles particulières sur l'élection du président de la République ont eux-mêmes senti que ces lois votées ne pourraient pas passer l'étape de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? La première, sur les règles particulières sur les élections législatives, évidemment, il y a eu déjà une décision du 8 septembre 2010 par rapport à laquelle la Cour constitutionnelle avait déjà, sur la première loi sur les règles particulières sur l'élection les élections législatives, avait considéré que les ressources n'avaient pas été prévues sur le nombre, sur l'augmentation des députés de 83. La Cour avait soulevé l'article 107 de la Constitution. Exactement. Et la Cour a considéré qu'il y a autorité de choses jugées. On ne pourrait pas fondamentalement critiquer cette seconde décision, cette deuxième décision. La dernière, sur l'élection du chef de l'État, les règles particulières sur l'élection du chef de l'État, et évidemment, cette loi a été invalidée sur les questions de procédure. Vous savez bien que le chef de l'État a réintroduit la loi au niveau du Parlement pour une seconde lecture. Or, il y a des règles spécifiques pour les délibérations en seconde lecture. D'abord, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée. Et la majorité, c'est la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Il n'a pas semblé que les députés aient tenu compte de cette majorité et on pouvait s'attendre assez facilement que la Cour casse. Et donc, il n'y a pas de contestation majeure sur les deux dernières décisions. Maintenant, la première décision. La décision au budget de l'Assemblée nationale. Relative au budget de l'Assemblée nationale. Alors, je rappelle encore une fois que dans le cadre de cette décision, la Cour avait connu de deux recours. L'un d'un député à Cotaillon, tendant à vérifier la conformité, avoir vérifié par la Cour constitutionnelle la conformité à la Constitution
du projet de budget introduit par le gouvernement. Et le second recours, c'est celui, bien entendu, du chef de l'État tendant à voir vérifier la conformité à la Constitution du propre budget de l'Assemblée nationale. Alors, il faut établir les thèmes du débat. Quels sont les thèmes du débat? Voyez-vous, le chef de l'État a introduit un recours tendant à voir vérifier la conformité à la Constitution du projet, du budget voté par l'Assemblée nationale, en raison d'une part de ce que considère que il y avait une précédente décision du 8 septembre 2010 qui avait décidé que les ressources n'avaient pas été prévues par l'Assemblée nationale et que par le biais de cette loi, l'Assemblée nationale avait, j'allais dire, en tout cas violé la chose jugée, l'autorité de la chose jugée. Et second moyen, en fait, qui est plus pertinent de la part du chef de l'État, qu'il faudrait considérer si l'autonomie financière de l'Assemblée nationale était une autonomie complète et ne s'entendait pas d'une autonomie de gestion. Alors, voilà le thème du débat. La question est de savoir, d'une part, est-ce que l'autonomie financière de l'Assemblée nationale est une autonomie entière ou une autonomie assortie d'autonomie de gestion. L'autonomie de gestion. En réalité, si la Cour avait décidé que l'autonomie financière de l'Assemblée nationale était une autonomie complète, eh bien, elle allait donner raison aux députés. Si elle considère, en revanche, que l'autonomie financière de l'Assemblée nationale est une autonomie réductible à l'autonomie de gestion, elle donnait tort à l'Assemblée nationale. Dans cette décision, elle a dit 2 ou 3 choses. Elle a donné tort à l'Assemblée nationale, l'autonomie financière est une autonomie de gestion. Mais elle dit aussi que le fait pour le gouvernement de ne pas avoir introduit, intégré le budget voté par l'Assemblée nationale dans le projet de budget général de l'État et que le gouvernement ne s'est pas conformé aux dispositions autant de la Constitution que du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà les thèmes du débat. Mais la Cour ne les a pas renvoyés dos à dos. La Cour a déclaré contraire le budget tel que voté par l'Assemblée nationale. On peut comprendre que la Cour ait pris des précautions, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement? L'Assemblée nationale, en gros, c'est le gouvernement qui a raison. L'Assemblée nationale ne peut pas intégrer en l'État, ne peut pas faire intégrer en l'État son budget. C'est bien cela qu'on doit retenir. Le problème, c'est cela. Mais au fond, en silhouette, il y a d'autres préoccupations. Parce que l'Assemblée nationale a interrogé la Cour sur le sens de son autonomie financière. Deux thèses s'affrontent. Pour les uns, l'autonomie financière est une autonomie complète. Et pour les autres, l'autonomie financière est une autonomie réduite à l'autonomie de gestion. Et la Cour, ayant pris position, eh bien, considère, elle, que l'autonomie financière est une autonomie réductible à l'autonomie de gestion. Alors, vous pouvez vous interroger sur la portée de cette décision. Il semble bien, à mon avis, à mon humble avis, que en prenant position en faveur de la conception, j'allais dire, qui réduit l'autonomie financière de l'Assemblée nationale à une autonomie de gestion, la Cour, me semble-t-il, a, j'allais dire, interprété et distingué là où la loi n'a pas distingué. Parce que vous voyez bien que dans les dispositions et de la Constitution, surtout du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on a parlé de l'autonomie financière sans que le législateur n'ait réduit cette autonomie à une autonomie de gestion. Alors, on peut donc craindre que la Cour a distingué là où la loi n'a pas distingué. En second lieu, le but de cette volonté, j'allais dire, du législateur, avoir porté le nombre des députés de 83 à 99, eh bien, c'est, au fond, c'est de se dire, est-ce que, effectivement, compte tenu de l'accroissement démographique, est-ce que la population serait, avec pertinence, représentée par le nombre des députés tel que nous l'avons à l'Assemblée nationale? C'est un souci démocratique. Absolument. Et la Cour constitutionnelle répond, c'est possible, mais cela est lié à la volonté du pouvoir exécutif. Parce qu'au fond, il faut que le pouvoir exécutif dise que nous avons les ressources et que vous pouvez le faire. Est-ce que vous direz qu'il y a un recul? Est-ce que vous direz que cette décision-là met à mal le principe de séparation de pouvoir? Il me semble bien que on peut penser qu'il y a une sorte de réduction de plus en plus accrue des prérogatives
de l'Assemblée nationale au regard de l'interprétation jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle. Mais cela dit, évidemment, c'est peut-être un souci de la Cour constitutionnelle de voir les acteurs politiques, j'allais dire le Parlement et le gouvernement, traiter ensemble par la voie du dialogue, par la voie de la concertation des questions essentielles, notamment celles relatives à l'augmentation du nombre de députés. Deux questions à présent. Professeur Diogbenou, quelle va être la suite? Sommes-nous toujours dans une impasse? On a beaucoup utilisé le mot impasse, on l'a usé, on en a même abusé. Sommes-nous toujours dans une situation d'impasse? En premier lieu, il n'y a pas de vide juridique. On peut dire donc que le verre, on peut prendre le verre d'abord à moitié plein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vide juridique. Dans tous les cas, nous ne sommes pas dans un vide juridique. Verre à moitié vide, nous sommes dans des inquiétudes. Il y a des inquiétudes importantes, extrêmement importantes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vide juridique qu'il y a de certitude. Nous sommes dans une situation d'incertitude. Et je crois que les décisions de la Cour constitutionnelle disent quand même une chose, qu'on le veuille ou pas. Pour la prochaine législature, il n'y aura pas d'augmentation du nombre des députés. Ce sera 83 députés. Ce sera 83 députés. Je pense que ce résultat, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on se l'approprie, qu'on ne se l'approprie pas, il est certain. Et sur la base de cela, il faudrait maintenant que les acteurs politiques tirent les conséquences, mais ensemble. Et c'est à ce à quoi on les appelle. Évidemment, lundi prochain, je vous le dis à travers vous, par rapport à vos téléspectateurs, le clergé catholique a pris une initiative. Tous les acteurs politiques au Parlement se retrouveront à l'archevêché de Cotonou pour traiter des questions qui fâchent, notamment au niveau des lois électorales. Toute la journée de lundi, je voudrais d'une part prier les différents groupes politiques invités, les différents groupes au Parlement, le gouvernement, qui sont invités à cette concertation, de bien vouloir répondre, j'allais dire, à un niveau de représentation qualitative. Et d'autre part, que nos concitoyens soient dans la prière, mais dans l'exigence, pour que lundi, on puisse savoir ce que les conclusions que l'on doit tirer de ces différentes décisions et de ces volontés de plus parcours. Avancé lundi soir, puisque le clergé catholique... Je veux bien l'espérer, je veux bien l'espérer. Oui, une question, le bras de fer entre le Parlement et la Cour constitutionnelle ne repose-t-il pas, professeur Diogbenou, sur une prodigieuse ignorance de l'histoire des rapports de force de la part de l'opposition parlementaire? Est-ce que cette décision-là ne prouve pas simplement qu'elle a ferraillé en vain et que surtout, elle s'est plantée, et que c'est la Cour qui a le dernier mot? Peut-être bien, c'est sûr que c'est la Cour qui a le dernier mot, d'une part. Et d'autre part, sur les décisions, sur les lois qui sont votées et qui sont retoquées, excusez-moi l'expression, au moyen de la violation des règles de procédure. Je pense que l'opposition a des répressions profondes à mener en son sein. On peut la contester sur ses opinions profondes, sur ses choix fondamentaux. Mais il ne faudrait pas que la majorité au Parlement se fasse corriger sur des questions, je dirais, élémentaires de procédure. Cela nous fait perdre énormément de temps. Mais cela dit, c'est la Cour qui a le dernier mot. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut tirer les conséquences de ces décisions.